Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading et la Banque nationale de crédit BNC. Bonjour et bon mercredi à vous toutes et à vous tous. Nous sommes dans un contexte où un budget de la République est à la base de toutes sortes de contestations, manifestations, grèves, etc. On reproche notamment à ce budget de ne pas avoir mis assez d'argent, notamment pour la santé ou encore l'environnement. Cependant, à côté de nous, en République dominicaine, nos compatriotes haïtiens, selon les informations, font face à des difficultés pour avoir des soins de santé, mais aussi, il y a un budget qui peut-être vaut, cette fois, le budget haïtien qui vient d'être voté en République dominicaine. Deux prétextes pour une invitation ce matin, les difficultés rencontrées par les Haïtiens et le budget dominicain. Avec nous pour en parler, l'ancien consul général et ancien ministre des Affaires vivant à l'étranger, Edwin Parizon. Bonjour, monsieur Parizon. Bonjour, bonjour. C'est un plaisir d'être avec vous ici sur le plateau de Radio Télémétropole. Donc, à votre disposition. C'est toujours un plaisir de vous avoir. On sait que vous êtes très connecté avec la réalité des deux pays, Haïti et République dominicaine. Avec vous, on va comprendre plus ou moins ce qui se passe actuellement et de l'autre côté de l'île. Le prétexte premier de votre invitation ce matin, c'est ces informations en ce qui concerne ces difficultés ou encore ces hôpitaux qui auraient refusé de donner accès à des Haïtiens pour avoir des soins de santé. Qu'est-ce qui est vrai dans tout cela, M. Parizon? Bon, on dit que c'est une problématique qui n'est pas nouveau et son situation qui, premièrement, sortit dans le cadre de la solidarité entre médecins haïtiens et médecins dominicains, surtout dans la zone frontalière, côté que des patients haïtiens, y compris des femmes enceintes, sont référés aux hôpitaux dominicains parce que du côté haïtien, du côté du territoire national de la frontière, nous pas gagné des centres hospitaliers adéquats. Donc nous joignons qu'un pile patients, dans les cas compliqués, des femmes enceintes sont référées vers les hôpitaux dominicains. Donc dans le cadre d'échanges, de solidarité, de coopération entre médecins des deux pays, ceci se pratiquait de façon normale. Cependant, pendant les dernières années, il y a un mouvement de trafiquants, d'intermédiaires, de monde qui vendent un petit peu l'idée que, bon, pour faire petit temps en République dominicaine, on va faire dans de meilleures conditions qu'en Haïti. Donc, il y a des passeurs qui touchaient, et on bagaille quand même dans les femmes enceintes, et ils ont transporté, ils ont mené jusqu'aux hôpitaux les plus éloignés de la frontière. Donc, on a parlé là de villes tant que Santiago, ou bien on a parlé de villes tant que Azua, dans la zone du sud, et même jusqu'à Santo Domingo. Donc, l'affaire a créé tout un débat en République dominicaine et a été utilisée par le secteur ultranationaliste anti-haïtien, qui n'a jamais vu d'un bon œil la présence de nos compatriotes et particulièrement qui se sent préoccupé par cette croissance de l'immigration haïtienne en République dominicaine. La République dominicaine, en termes migratoires, eh bien, représente ce que représente, et pour les Mexicains, les États-Unis. Il y a deux pays qui sont frontaliers, et dans ce cas, c'est deux pays sur une même île, côté que, et justement, comme vous l'avez déjà dit au début du programme, et deux pays ont un budget qui ont une différence de près de 7 fois plus pour la République dominicaine. Donc, et la République dominicaine, c'est un pays avec de meilleures conditions de vie en comparaison à Haïti, quoiqu'il était un pays pauvre dans le cadre des organismes compétents, comme le Banque mondiale, comme le BID, eh bien, continuent à dire, et à partir de données de la réalité socio-économique de la République dominicaine. Donc, et la confusion que les ultranationalistes dominicains viennent poter là sur le tapis, c'est que ils mettaient tout le monde dans le même paquet, dans le même panier. On a d'un côté ce problème qui n'est pas normal avec les passeurs, mais à côté de cela, il y a déjà une population haïtienne, une communauté haïtienne
qui est stationnaire ou bien qui stationnait en République dominicaine. Et cette population est composée de deux groupes. Le premier groupe, ce sont des migrantes, c'est des femmes migrantes, eh bien, qui sont installées en République dominicaine, ça gagne 25 à 50 et 30 ans. Donc, elles ont droit aux services de santé, comme n'importe qui l'autre dominicain, et même leur temps en situation irrégulière. Et le deuxième groupe, c'est les Dominicains d'origine haïtienne, que vous faites rentrer dans le panier des Haïtiens. Donc, lorsque les autorités de santé publique ou bien l'organe compétent comme le ministère de la Santé en République dominicaine a baillé des données, des statistiques sur le nombre de patients haïtiens reçus dans les hôpitaux dominicains, donc il a parlé de trois, il n'a pas fait de distinction ça, il a parlé de trois groupes ça, des gens conduites jusqu'à République dominicaine par des passeurs, les migrantes qui sont stationnées en République dominicaine et les dominicaines d'origine haïtienne qui eux-mêmes, de par leur nationalité, ont tout droit pour recevoir des soins de santé. Alors, le débat politique a été aussi fort que une sorte d'implication des forces de l'ordre et particulièrement des militaires. Donc, un secteur dans l'armée dominicaine qui est proche de ce secteur ultranationaliste, qui a un bon discours de haine, un discours qui n'est pas favorable à la cordialité, au bon voisinage entre nos deux peuples. Et ceci a conduit à la présence de militaires dans certains hôpitaux pour essayer de contrôler cette situation. Mais je ne sais pas que son barrage est parce que ça a quand même créé des réactions, des groupes solidaires avec la communauté haïtienne, mais aussi certaines préoccupations exprimées par des organismes internationaux. Parce que là, on a parlé de centres publics qui doit bailler les premiers soins à n'importe qui monde qui est malade, donc ou pas qu'à quitter monde mourir, ou bien pas qu'à quitter une femme enceinte qui pourrait accoucher dans la rue, alors qu'il y a un hôpital et proche de cette personne. Donc normalement, soins de santé au niveau de Saint-Domingue, et il est gratis dans le centre ça, on a parlé là. Et donc, dans les hôpitaux publics, normalement, il est gratis. Et c'est l'effort qui a été consenti par les autorités dominicaines, par la République dominicaine. Et bon, on dit que c'est qu'on monde qui vivait dans l'hôpital général ici. Là, pour joindre les mêmes difficultés que nous gagnons dans l'hôpital général, pas nous. Même là où on arrive dans l'hôpital avec une certaine infrastructure moderne, son gros hôpital qui a un ascenseur, mais en pile fois, gain des problèmes pour les matériels les plus élémentaires. Il faut qu'on aille chercher même en seringue de l'autre côté de la rue, gain des problèmes même en termes de sécurité. Et nous rencontrons plusieurs cas où des enfants ont été volés par le fait que madame n'a fait qu'accoucher, puis ils volent les petits lits. Ah oui. Donc il y a tous ces problèmes qui sont des problèmes liés à la réalité de nos pays latino-américains, de nos pays carabiens. Maintenant, qui implication gouvernement dominicain dans le dossier ça particulièrement? Bon, l'implication, je dirais, est un petit peu ambiguë. Premièrement, le discours qui se tient au niveau du ministère de la Santé, on dit que l'État a un discours jusqu'à certains points objectif, qui étale les problèmes là, qui étale les limites de la République dominicaine en tant que pays pauvre. Il y a dit que bon, la République dominicaine non plus pas qu'à absorber tous les problèmes d'Haïti, mais en même temps, discours maintenant que faut qu'il y ait une certaine solidarité face à cette situation. Mais d'un autre côté, au sein même de l'appareil de l'État, au sein même de l'appareil gouvernemental, de la machine gouvernementale, et d'autres figures influentes du gouvernement, qui eux même est beaucoup plus proche des groupes ultranationalistes, eh bien, Cap dit que ça constituait une charge pour la République dominicaine, une charge insupportable pour la République dominicaine. C'est là et toute confusion, et dire que il n'y a pas qu'à prendre tout problème Haïti sous bras, mais le groupe Mounsa, ou soit dit que c'est des Dominicaines qui ont origine en Haïti, ils ne sont pas sous compte Haïti, ils sont quand même sous compte dominicaine. Donc, gagner une distinction qui n'est pas faite entre les gens qui passent les frontières là, qui prennent soin, avec des gens qui légalement ont accès avec soin à la République dominicaine. Et c'est ça
et tout le fond du débat. Même lorsque, vous connaissez, nous sommes célébrés il n'y a pas trop longtemps, le 23 septembre, et l'anniversaire de l'arrêt 168-13. Et dans l'heure, nous-mêmes, nous avons interagi avec les autorités dominicaines, nous avons toujours mis ça très clair sur le tapis. Et avant la réforme constitutionnelle de janvier 2010 en République dominicaine, pratiquement tout le monde qui était fait, indépendamment de situation migratoire de par année, tout le monde qui était fait en République dominicaine, tu as droit, ça va le jus soli, tu as droit à la nationalité pour avoir pris naissance sur le sol dominicain. Mais, et pour une question d'anti-haïtianisme existant, latent, et moi, je toujours répété, je toujours souligné que la question de l'anti-haïtianisme, ce n'est pas nous-mêmes qui disons, ce n'est pas nous-mêmes qui viennent avec lui. Sinon, c'est des intellectuels dominicains, c'est même des personnages publics dominicains, et ma pour citer là encore, on monte un coup Bernardo Vega, qui sont historiens connus, et qui a été ambassadeur de la République dominicaine à Washington, un économiste prestigieux. Donc, monsieur écrit des livres sur Haïti et la République dominicaine, il publiait des articles quand il parlait de ce courant et de l'anti-haïtianisme qui traversait l'État dominicain depuis l'époque de Trujillo jusqu'à nos jours. Donc, on joigne qu'il y a des acteurs politiques, ou même il y a des groupements politiques, il y a des partis politiques qui font capital politique sur ce discours haineux par rapport à la communauté haïtienne, par rapport à Haïti. Donc, il ne faut pas jamais reconnaître les contributions diverses que cette communauté a fait à la République dominicaine et à différents niveaux. Hein. Et le fait que la République dominicaine accroître économiquement, le fait que le tourisme dominicain a porté toute quantité de devises dans l'économie dominicaine à partir de la présence... Ah oui, à partir de la présence de 6 millions de touristes annuellement, il va aller vers la croissance. Et c'est grâce à la participation haïtienne dans la construction des hôtels, et c'est grâce à la participation haïtienne même dans l'attention aux touristes qui viennent, parce que nous-mêmes, nous avons toujours une facilité pour apprendre des langues. Hein? Donc, nous avons un pile jeunes haïtiens qui parlaient un meilleur anglais que les Dominicains. Donc, ils travaillent dans les hôtels. Et alors, c'est l'un des éléments sur lesquels... Justement, quel lien vous pensez et phénomène ça a gagné avec arrêt 68-13 là, mais au combat il dit là qui ont gentil qui l'exprime. Donc gain un peu d'investisseurs haïtiens en République dominicaine. Oh oui, on dit que gain autour d'une quinzaine d'investisseurs, de grands investisseurs, soit qui gagnent des industries dans la zone franche, soit qui mettaient l'argent dans l'hôtellerie en République dominicaine, soit qui gagnent des usines de traitement d'eau. Donc, ils ont investi, et là, on a parlé de gros investissements. Okay. On vient gagner à un niveau un petit peu, un niveau moyen, et des investissements dans des salons de beauté, des investissements dans des restaurants, et des investissements même dans le transport public, hein, et des jeunes qui ont fait taxi, qui gagnent 2-3 machines, ou bien des jeunes qui gagnent 2-3 motos. Parce que même gens que nous gagnons, bon, on a l'impression que ce phénomène de mototaxi est croître en Haïti, et il vient à partir de certains Haïtiens qui vivent en République dominicaine et qui commençaient qui étaient commencé service à, bon, on dit il y a peut-être une vingtaine d'années déjà, parce que là, la question du mototaxi vient un bagage indispensable et des deux côtés de l'île. D'ailleurs, moi-même, moi, je suis en République dominicaine le week-end, ça m'était bloqué à la frontière de Jimani. J'ai dû passer la nuit dimanche soir à Jimani, dans un hôtel de Jimani, parce que justement, il y a un problème qui est lié à ce mouvement de mototaxi à la frontière. Donc, plus de 30 motos ont été confisquées par un colonel dominicain, qui sont colonel qui fait criver, et de façon unilatérale, monsieur a décidé que les mototaxis haïtiens pas gain droit, pas traverser, parce que la pratique, et rapidement, son parenthèse ouvert pour m'expliquer ça, la pratique c'est que des gens qui pas gain assez de moyens financiers pour acheter un ticket de bus dans une grosse compagnie, pas contre si me citer compagnie, mais une grosse compagnie qui fait liaison entre les deux capitales, donc mon yo font bagay qui relève transbordail en créole. Transbordail là, c'est le fait d'arriver jusqu'à la frontière avec on tap-tap
qui dépose à Malpass. À Malpass, ou prend moto juste pour, après avoir fait les démarches administratives de migration et de douane. Donc, on prend moto jusqu'aux douanes de Jimani. Et à partir des douanes de Jimani, il y a un moto-taxi qui mène à la ville de Jimani. Donc, un moto-taxi haïtien ou bien haïtien? Alors, il y a les deux. Il y a des Dominicains, il y a des Haïtiens. Okay. Tout le monde a cherché la vie là. Okay. Donc, peut-être en trentaine ou bien en quarantaine de moto-taxis haïtiens qui postaient là aux douanes de Jimani et qui ont fait le va-et-vient entre les douanes et la terminale de bus du syndicat de la ville de Jimani. Okay. On bagaille qui dynamisait le transport pour ce syndicat. Donc le colonel décidait confisquer le moto. Qui était pratiquement normal tellement normal. Donc l'homme se bloquait là. Donc en réaction, les mototaxis, les camionneurs haïtiens et dominicains, quand même ils ont bloqué frontière là. Donc son bagaille, peut-être que n'en a profité d'il là, qu'il faudrait régulariser à travers un élément qui est déjà prévu dans la loi de l'immigration dominicaine qui relaie la carte de l'habitant frontalier. Donc, la carte de l'habitant frontalier, c'est pour faciliter les échanges entre les communautés frontalières des deux pays. Côté que, eh bien, ça qui vient pour le travail pour une journée en République dominicaine, ça ne dérange personne. La tourne la calée la soirée, il n'est pas intéressé en République dominicaine. Donc, il y a simplement une autorisation spéciale pour le faire pratique, ça, pour le faire opération. Donc, il existe, c'est juste opérationnaliser qu'on y a là. En effet. Très bien. Alors, on t'a dit, qui implication vous pensez qu'il y a, vous pensez qu'il y a entre phénomène ça avec arrêt 168-13 là? Bon, c'est normal que. Quel est, dans le fond, en dehors de ça que Bernardo Vega est défini comme l'anti-haïtianisme, dans le fond, Outakab dit qu'il y a certaines préoccupations légitimes de certains secteurs en République dominicaine pour contrôler l'immigration irrégulière et l'immigration croissante d'Haïtiens dans leur territoire. Et c'est normal, ça gagne à préoccuper n'importe qui monde. De la même façon qu'actuellement, il y a tout un débat autour de la croissance des hispanos, et des gens de différents pays latino-américains aux États-Unis. Et récemment, lors de la campagne électorale, eh bien, on a gagné des interventions assez intéressantes sur le fait que les hispanos, qu'on y a là, pour les prochaines élections, ils ont un pouvoir de vote beaucoup plus important que les Afro-Américains. Et donc, il y a des gens qui montrent inquiétude sur ça. D'ailleurs, ou son administration d'un président aux États-Unis qui quand même a été questionné en rapport à ses positions sur la migration, en rapport à ses positions sur des thèmes aussi délicats comme la question raciale aux États-Unis. Donc, en pile monde et quoi que M. son un contingent plus proche de secteurs xénophobes que dans le secteur qui t'a toujours considéré que les États-Unis sont terre d'accueil pour tous les étrangers. Alors, en République dominicaine, où il y a une même situation, ça, à côté que il y a des préoccupations sur le plan politique, il y a des gens qui croient que si on n'a pas contrôlé l'immigration haïtienne, eh bien, il y a un moment qu'à privé, côté que nous sommes capables de décider dans leurs élections. Ce qui n'est pas totalement faux, dans le sens où, et dans certaines zones de la République dominicaine, et particulièrement des zones proches des batailles, dans les zones saillantes, lors des dernières élections en République dominicaine, où joignent que les 50-50 gagnent des fois. 50% de Dominicains et puis on 50% de Dominicains d'origine haïtienne. D'ailleurs, nous arrivons à joindre que des Dominicains d'origine haïtienne et arrivés dans des postes de conseillers municipaux dans certaines zones, quoique la question de la participation haïtienne dans la vie politique dominicaine était en question un petit peu tabou. Et le fait que il est très rare pour joindre un jeune dirigeant dominico-haïtien qui a lancé un projet politique, qui a émergé, et qui a décidé ouvertement à aller chercher vote et utiliser origine pour aller chercher vote. Au contraire, et en pile là-dedans, et ceci a été même dans le cas de Feu Peña Gomez. Feu Peña Gomez, malgré le leadership international que M. Té gagné, il n'a pas jamais assumé
son origine haïtienne parce qu'on connaît que ces armes politiques que Taka a utilisées contre lui. Donc, les jeunes politiciens, sauf Youn, qui était relé Ruben Jean-Baptiste, et monsieur lui-même, bon, il quittait la République dominicaine, il allait en Espagne. Donc, monsieur, sans problème, t'es CFL, mais ça t'a provoqué des réactions. Ah, définitivement. Maintenant, on t'a dit à quel niveau d'évolution et arrêt ça lié aujourd'hui, il était fait en pile palais dans 3-4 dernières années. Mais depuis, il y a un silence qui fait autour de lui, notamment à cause de programmes PIDI, PNRE, etc. Mais application aujourd'hui, à quel niveau lié? Bon, on dit que les effets de l'arrêt 168-13, c'est en question de diviser migrants en groupe A et en groupe B. Alors, migrants et leurs descendants. Et vidéo TV là, c'est des programmes de régularisation. Bon, le PNR eux-mêmes, son programme de régularisation. Le PIDI, qui est un programme d'accompagnement pour que la communauté arrive à joindre documents pour le PNR. Pour le PNR, malheureusement, nous connaissons comment PIDI a été en termes d'efficacité. Et qu'on y a le plus grave problème qui était latent et que nous ne pas trop parler de lui encore, et c'est parmi les gens du groupe B. Le groupe B, c'était des Dominicains d'origine haïtienne qui n'ont pas de gain de documents. Parce que les personnes affectées par l'arrêt 168-13, en termes de dénationalisation, ils étaient deux groupes. Un groupe de Dominicains qui ont un gain de documents dans les mains, mais malgré ça, l'arrêt a dit que ils ont joint de documents. On parle de Dominicains et des gens qui font ces domaines, de parents qui vivent ces domaines. Oui, même le parent est en situation irrégulière. Parce que ce qui ça que nous venons défendre en pile cas, et dans les années 60-70, années 80, beaucoup plus années 80, le Conseil d'État du sucre, qui c'est l'organe de promotion de l'industrie sucrière et en République dominicaine, son organe étatique que lié, c'est lui-même tout qui était géré les usines sucrières de l'État. L'État a gagné des usines sucrières. Donc, le Conseil d'État du sucre, c'est qu'on baille coupeur de canne en sorte de badge, en sorte de carte qui dit que il y a autorisé pour au travail Saint-Domingue. Au travail Saint-Domingue, là comme coupeur de canne. Eh bien, et avec cette carte ça, dans les années 70, les années 80, Mounio était en train de déclarer Timounio. OK. Ouais. Donc là, Timoun fait de on haïtien dans ces circonstances-là, il est tout dominicain. Il est tout dominicain. Donc nous-mêmes, nous avons pas de monde que nous travaillé avec eux, nous avons interagi avec eux dans le cadre de la gestion de cette problématique. Côté que il n'y a pas de problème encore. Et bon, on s'est réunis avec 11 amis dimanche dernier, samedi dernier à Barahona, qui s'appelle Beneco Enesia. Donc c'est une Kassayo, un jeune dominicain d'origine haïtienne professionnelle qui était conseiller municipal et qui est dirigeant ONG. Donc, monsieur, pas de problème. Cependant, il y a d'autres dominicains d'origine haïtienne qui n'ont même pas de document. Il n'y a pas de document. Donc, c'est des Dominicains sans papier. Alors, la situation créée par l'arrêt 168-13 vient rendre apatride. L'homme dit rendre apatride, c'est que grande difficulté de type technico-administrative qui les empêche d'obtenir un document haïtien. Parce que pour obtenir un document haïtien, il faut qu'à prouver le lien sanguin. Il faut qu'à prouver que l'un de parents est haïtien. C'est la loi haïtienne. Donc, Mounsa, grand-papa qui était arrivé en République dominicaine, pas de document. Donc, il n'y a pas de côté pour aller chercher papier, pour aller dire Haïti. Et bonne nationalité, m'en doit aller, selon la constitution haïtienne, de pour qu'à prouver le lien sanguin ou gain. Cependant, il n'y a pas de prouver. Donc, nous sommes limitations de type technique administratif. En République dominicaine, c'est la même situation. Et donc, ces gens-là, il y a autour de 20-25 000 personnes qui étaient dans l'air malgré tout effort qu'a fait pour réaliser. Mais qui ça qui a fait, j'en dis, on petit monde comme ça qui fait ces domaines, enfin, un peu dominicain, qui t'a supposé dominicain, il n'y a pas de papier. Qui ça qui a la cause ça? Parents pas déclaré, etc. Ouais, non, à partir de la réforme constitutionnelle de 2010, et on petit monde n'a pas qu'à faire sans papier encore. L'hôpital là a ballon papier. Okay. Mais l'hôpital là, pour l'inscrire dans ça, aurait un livre rose, son lot archive, son lot registre, pour des gens nés sur le sol dominicain,
dont les pas parents, forcément dominicains. oui, c'est ça, dont les parents ne sont pas en situation migratoire régulière. Parce qu'on y a pour obtenir la nationalité dominicaine, même l'on fait sur le sol national, faut que les parents, il faut que progéniteurs, faut qu'ils soient en situation migratoire régulière. Même yon nadan, qu'elle soit yon nadan, qu'elle fait déclaration de naissance là, faut qu'il ait prouvé qu'il se trouve maintenant, au moment de cette déclaration, sur le territoire national, avec un document autorisant son séjour. Un document de voyage qui n'est pas qu'un visa de touriste. Il faut que son document de résident, ou bien il faut qu'on ait l'autre type de document qui montre que mon a un séjour assez long. Tout le monde qui fait après 2010, après au fin et prend arrêt dans ces conditions ça, les cas dominicains il y échappé à tout ça qui vient avec arrêt 68-13 là. Ah oui, définitivement. Depuis qu'on a des parents qui sont dans situation migratoire régulière, il n'est pas obligatoirement un parent d'origine haïtienne ou dominico-haïtienne. Non, nous mène n'importe nous là, t'as et une résidence dominicaine et puis bon, ils font Timoun en République dominicaine, Timoun légalement dominicain depuis mon nan résidence. Très bien. Nous avons campé là, nous avons continué sous le niveau d'application AREA, parce que nous avons plus pour dire toujours. Mais nous allons toucher tout qui est son budget, et budget de ce domaine qui, bizarrement, a intéressé les Haïtiens, parce que il y a un contexte là qui est difficile à cause de mon budget, et parce que tout, budget pays voisin, il a fait 7 fois par nous, et l'y rentré d'actualité, carrément, on a parlé de ça, restez avec nous. Et d'une part raison, et notre invité ce matin, à la rubrique Le Point, on fait la lumière sur la réalité en République dominicaine, aujourd'hui, en ce qui concerne nos compatriotes haïtiens. Restez avec nous, on sera de retour très vite. Le Point est une courtoisie de MSC Trading et la Banque nationale de crédit BNC. Merci de votre fidélité. À la rubrique Le Point de ce matin, nous recevons Edwin Paraison, ancien conseiller général, ancien ministre des Haïtiens vivant à l'étranger. Et comme il maîtrise la réalité ou encore la situation entre les deux pays, on fait le point sur 2 sujets, notamment la question des Haïtiens qui seraient en difficulté pour recevoir des soins de santé et le dossier du budget dominicain. On va en parler dans quelques instants. Avant pause là, nous avons parlé sur arrêt 68-13 là. Et nous connaissons gain de déportation qui a commencé à faire. Je voulais dire dans quel niveau est-ce que gain ensuite à vague que nous connaissons 2015-2016. Bon, on dit que l'on a parlé de déportation, il faut qu'en Haïti nous comprenne 2 aspects. Le premier aspect, c'est la question des refoulements quotidiens qui se font à la frontière. Et du côté, sur la ligne frontalière de plus de 380 km. On a pu traverser illégalement. Illégalement, bien les jours de marché en territoire dominicain, on a arrêté le lendemain, on a refoulé le pays. Donc, ça a fait pratiquement chaque jour, sans créer de conflits, sans créer de grands problèmes, à moins qu'il y ait des brutalités. Bon. D'autre part, il y a des opérations policières qui faites dans certaines grandes villes, et particulièrement à Santiago pendant les dernières semaines ou bien les 2 derniers mois. Et il y a des cas de brutalité en pleine rue, côté que Mounio. Parce que pour ces mêmes gens, et dans nos marchés publics ici en Haïti, ou bien dans certaines zones, côté que moun font opération économique. L'autre jour, je suis tombé sur un nègre Juvenal, et monsieur qui s'alliait, monsieur on est qu'à préparer montre, qu'à préparer lunettes, lui met un petit table là, et puis monsieur a patente pour ça. Donc ça t'a choqué positivement parlant. Même dit monsieur oui. Mon cher a patente pour ça là. Donc alors à Santiago, malgré que nos compatriotes et en majorité des femmes, ils ont des autorisations de la mairie et c'est des groupes même de la mairie qui craser tabio, qui prennent de façon réellement inacceptable en termes de dignité humaine. Donc, des fois, le consulat haïtien à Santiago obligé et intervenu. Donc, c'est là que l'arrêt 168-13, en termes de contrôle de l'immigration, et de la présence des Haïtiens en République dominicaine fait que jusqu'à présent, il y a une série de déportations, une série de rapatriements
qui provoquée par le fait que yo joignent des gens qui pas gain document. Mais malheureusement, ce genre d'opération y a fait sans aucune coordination avec les autorités haïtiennes. Premièrement, selon la Convention de Vienne, soit de pouvoir arrêter ton monde dans un pays étranger, il faut que moun ça, de la même façon que le national de ce pays a droit à un appel téléphonique, a droit à un avocat, eh bien, étranger ça, il a droit à l'assistance consulaire. Donc, de pouvoir arrêter mon nom, et faut, comme d'Adjo, ou aviser les autorités consulaires de ce pays pour connaître que moun ça en état d'arrestation. Généralement, gens, ça fait là, pas de temps pour ça. Non, pas de temps pour ça. Et puis, l'autre bagaille, l'autre réalité, c'est la réalité de partager la même île. Et qui baille à certains de nos compatriotes, il y a des compatriotes haïtiens, surtout dans la zone frontalière, qui pas même trop prendre connaissance, ils pas même trop comprendre que leur traversée irrégulièrement, de façon sans document, et vers la République dominicaine, il y a traversé un pays étranger. Il ne peut pas prendre la République dominicaine pour un pays étranger. Donc, d'ailleurs, pas gagné que c'est pas c'est au traverser, etc. On ne pas rendre compte que yo rentrer illégalement dans notre pays. Justement, non, dans certaines zones, et nous faisons il n'y a pas trop longtemps la route internationale, mais c'est la route qui sépare les deux pays. Hein? Route là passe dans mi-temps et puis les deux territoires à côté de la route. Alors, nous avons traversé hein? Dans les deux sens, des Dominicains qui traversent, des Haïtiens qui traversent aussi. La réaction de certaines autorités policières et militaires dominicaines allait dans le même sens à tout. Bon, yo pour Haïtiens, et pas pour dire pour étrangers. Là où avec lui et puis ouvrir le pays. C'est ça, et pas pour dire sont étrangers que on prend. Donc, sont Haïtiens. Et il n'est pas totalement comme de type raciste, parce que comme monsieur là, il là avec toute la sainte journée, donc vous voyez monsieur aller, ou bien arrêter monsieur, mettre monsieur dans la prison, sans pas avertir les représentants consulaires d'Haïti. Mais son bagage a régularisé. Alors, c'est en ce qui a trait à l'arrêt, c'est ça, les effets jusqu'à présent, le contrôle migratoire qui se fait dans les villes importantes comme Santiago, comme Santo Domingo, la capitale, et San Francisco, et qui, des fois, conduit ou mène au rapatriement. Donc, par rapport à plan de régularisation, est-ce qu'il a continué? Dans quel niveau ça? Il y a combien de monde qui bénéficie de Non, non, le plan prend fin. Quand il y a même le plan prend fin, on dit que nos compatriotes, on doit quand même à régulariser leur statut, c'est-à-dire que on compatriotes qui sont monsieur touriste, monsieur bénéficie d'un visa de touriste en République dominicaine, donc monsieur a quand même fait des démarches pour obtenir une résidence. Donc c'est pas, il n'est pas en situation extrêmement grave. Donc alors à la fois il faut dire que il y a des Haïtiens qui même obtenu la nationalité dominicaine. Ouais, la naturalisation, et à travers de la naturalisation, soit parce que vous marié avec un Dominicain, soit parce que vous rempli tous les prérequis, tous les critères établis par la loi dominicaine après un certain temps de vie permanente en République dominicaine. Donc, yo arrivé joindre la naturalisation. Ceci se fait à travers des mécanismes prévus par la loi de la migration et les démarches administratives qui s'effectuent au niveau de la Direction générale de l'immigration. Plan fini, mais nous avons droit, et tous les étrangers ont droit à faire les démarches qu'il faut. Démarches légales pour venir résident. Maintenant, est-ce que nous avons une idée de combien de monde qui, aujourd'hui, on a dit en basse sanction, arrêt 173 là, comme si qui pas de temps régularisé et qui est dans une situation difficile? Oui, bon, on dit que l'estimation qui a été faite de la présence haïtienne en République dominicaine et à travers on bagaille les ENI, Enquête nationale des immigrants, ENI. Et enquête ça a été menée en 2012, quoique on y a là, le Fonds des Nations Unies pour la population, FNOAP, et pral refaire enquête là, il pral actualiser li. Et enquête ça a été baillé comme chiffre que nous sommes les deux groupes immigrants et dominicains d'origine haïtienne, et moins de 800 000, c'était 700 000 et puis que m'a changé de données de façon précise dans le qu'on y a là, mais c'était moins de 800 000. Les immigrants, bon, alors les dominico-haïtiens étaient 209 000 et le reste, il s'agissait d'immigrants. Donc, dans les immigrants,
c'est environ 200 et piques mille, 260 000, 280 000 qui arrivaient inscrits au PNRE. Et de ces chiffres, et 10% qui joignent en résidence permanente. Ils joignent un permis de séjour pour un an renouvelable et il y a un problème pour renouveler dans le cas de beaucoup de nos compatriotes parce qu'ils n'ont pas fini de compléter les documents. Haïti, Potko, certains documents. Jusqu'à présent, il y a des problèmes avec le PIDI, donc les autorités haïtiennes ont essayé de gérer. Mais malheureusement, ça a été une expérience très négative pour la communauté, pour nous autres à la Fondation Zilé, qui prend ça et très bonheur n'a pas tiré attention les autorités haïtiennes sur le fait qu'il faut que nous nous préparions pour répondre aux attentes de la communauté haïtienne, mais il n'y a pas de temps de nous dans ce moment. Alors, il y a un groupe qui, même là, il est arrivé inscrit, pas complété le dossier, mais il y a l'autre groupe qui est en dehors, qui n'est pas inscrit du tout. Il y a une épée de Damoclès sous tête, qu'à n'importe quel moment, il y a un contrôle de routine de la part des autorités migratoires de la République dominicaine. Ils prennent un document, pas qu'à prouver qu'il y a une situation régulière. Il y a premièrement et au centre de Haïna, son centre de détention pour les immigrants, et ensuite il sera rapatrié. Mais ces rapatriements, il faut que nous disions, doivent se faire et en coordination, encore une fois, avec les autorités consulaires haïtiennes, et d'un côté, mais d'un autre côté, dans le cadre de la commission mixte, des travaux de la commission mixte qui malheureusement beaucoup relancé sous l'administration des deux présidents, sous les deux nouvelles administrations. Nous avons deux nouvelles administrations. Oui. Même la République dominicaine, c'est le même président, mais il a commencé un nouveau mandat. Son autre mandat, carrément. Son autre mandat. Donc, dans le cas d'Haïti, bon, son nouveau président, même c'est son même parti. Oui, son même parti, je dis, et puis il est là près de 8 mois, plus ou moins. Donc, mais la gestion des relations haïtiano-dominicaines pour réellement relancer à partir de la vision de ces deux chefs d'État qui savent gagner, qui savent comment ils doivent gérer les relations. Ça a beaucoup fait à travers de la commission mixte et moi-même au niveau de la Fondation Zilé, nous encourager autorités à mettre question ça sur la table et même à faire un FODA, à faire une analyse technique du plan de régularisation. Côté le faille, il faut quand même applaudir que la République dominicaine, après des décennies, après plus d'un siècle de présence haïtienne, finit par décider et faire une régularisation, ce qui est très très différent dans le cas du Brésil, par exemple, pour me dire rapidement. Le Brésil, en moins de 10 ans de présence haïtienne croissante, le Brésil a décidé, il y a eu des rencontres bilatérales en Haïti et au Brésil, et puis le Brésil a décidé de régulariser tous nos compatriotes qui étaient privés de l'autre bord. Donc ça n'a pas pris 10 ans pour la République dominicaine, ça a pris tout ce temps-là, mais malheureusement, et même dans l'élaboration, c'est ça, même dans l'élaboration du plan intégrant pile faille que nous-mêmes dans la Fondation Zilé, nous avons attiré attention aux autorités dominicaines, mais que sur le plan diplomatique, Haïti n'a pas fait le nécessaire pour que, la vie de façon beaucoup plus formelle, nous discuter sur la table des négociations pour défendre les intérêts de nos compatriotes. Tout est fort fait pour ces pièces-là ou pas tout la fête pour PNR. Et justement. Nous avons tout, et parce que à cause de Fondation Zilé, on a un regard des deux côtés de l'île. Et si là, qui rentre ici, dans les conditions de rentrer, comment ils ont intégré en Haïti? Qui est-ce qui prend en charge? Comment ça fait généralement? On dit que. On a parlé pour certains gens qui viennent en Haïti, qui n'ont pas de famille ici, et puis ils ont juste pris, ils voient comme ça va nous. Oui, bon. Alors là, ça a toujours été très difficile. Cependant, la majorité de Mounsayo, qui ne concernent pas situation spécifique, ça, des gens qui n'ont pas de lien encore en Haïti, ou bien que ils n'ont pas de parents. Donc, d'une façon ou d'une autre, ils arrivent à retourner vers la République dominicaine. En grande majorité. En grande majorité, il y a même des cas de Dominicains, parce que mon a un peau noire, donc selon profil, et son profil très faussé. Donc, ils ont gardé le disent haïtien. Mais ils disent haïtien. Mais ça très faussé, parce que, je changé il y a quelques années, en tant que chargé d'affaires de l'ambassade d'Haïti à Santo Domingo, m'a assisté
à une cérémonie officielle. C'était pour la fête de l'armée, était en activité. Et puis bon, avec tous les autres diplomates, nous chita sur un podium officiel. Et puis nous avons regardé devant nous défiler l'armée dominicaine. Mais l'homme regardé l'armée dominicaine, 85-90%, c'est des Noirs. Et en grande partie, c'est des gens qui sont soit dans la zone frontalière, soit des gens qui sont dans bataille. Donc, c'est peut-être ça que nous-mêmes insistons à dire que, gain des fois, les contrôles migratoires de la République dominicaine affectent même la population dominicaine. Donc, il n'a pas fait son base, papier, etc. Donc, il a juste son profil. Son profil, il est ça, c'est haïtien. Jean-Mouel là, il faut que soit haïtien. Et puis les gars sont bons dominicains. Justement. Maintenant, vous faites votre budget, c'est domaine. Même Jean-Bois ici, tu as voté un tout. Et alors, moi, je me dis c'est domaine parce que République dominicaine, non, Jean Loup, dans bouche. Et en Haïti, nous disons c'est domaine. Généralement, nous disons c'est domaine dominicain. Donc, là, sont haïtiens, vite, prends question. Vous menez le bois ici, tu dis, gardez ces domaines qui a payé votre budget qui est presque 7 milliards de dollars. Et puis, nous même bois ici, nous avons 54 milliards gouttes toujours, qui est pratiquement 2 milliards de dollars américains. Et qu'est-ce qui explique l'écart ça entre deux budgets? Bon, alors, il faut que nous disions que le budget a beaucoup voté. OK. Beaucoup formellement voté. Parce qu'on dit que c'est la même démarche pour Haïti. Le gouvernement adopté le budget. Il va le Parlement. C'est ça. En conseil de gouvernement, il y a premièrement la direction nationale du budget qui élabore techniquement le budget, ou remettre le ministère de tutelle, le ministère des Finances, et qui à son tour lui-même, après consultation avec le président, et présenté dans le conseil des ministres, et le gouvernement l'a adopté, qu'on y a là, il peut aller vers le Congrès. Bon, alors il faut dire avant d'arriver à la réponse que ça a quand même créé un débat dans la classe politique. Et les critiques les plus fortes par rapport au budget dominicain, c'est le fait qu'on dit que son budget est déficitaire, ou un budget qui est au niveau de 814 milliards de pesos, et ce que les prévisions en termes de revenus pour le budget allaient autour de 574 milliards. Donc, pour le déficit que la Banque centrale dominicaine va l'obliger de compléter. Pas seulement compléter, mais il va l'obliger à chercher financement. Donc, son financement, selon 2-3 députés de l'opposition qui réagissent, qui parlent autour de 200 milliards. Quel serait l'effet de cette affaire? C'est que ça va augmenter la dette publique. Donc, et nous disons que la deuxième critique importante de l'opposition face au budget de la République dominicaine, c'est que le service de la dette dans le budget déjà dépassé 40-45%. Je dis que son bagage est insoutenable. Il y a même critique en Haïti, parce qu'il y a au service de la dette, et que donc il a demandé au gouvernement. Et bon, alors, on a dit, il y a tant que le rivet et dans le congrès pour être capable de mieux. Cependant, c'est que le parti au pouvoir, le PLD, le Parti de la Libération dominicaine, est majoritaire. Et dans les deux chambres. Donc, vous connaissez que papa même scénario Haïti a risqué l'opposition dominicaine, la majorité a voté, budget adopté. Oui, alors la seule chose, il ne doit pas y avoir rumeur de pot de vin, de ça, mais parce qu'il y a une majorité politiquement solide. Donc, pas de pile difficulté pour le passer. Cependant, des économistes sérieux, des acteurs politiques, quand même, et signaler certaines failles, et signaler, pas de protestation, pas aucun genre de problème de ce genre, mais il y a quand même des critiques par rapport au budget. Donc, on dit que par rapport à Haïti, l'on a regardé le budget par rapport à Haïti, nous venons mettre les choses plus claires en termes de données qui fait la différence entre les deux pays. On est face à une économie qui est en pleine croissance, malgré que il toujours est une économie pauvre, et l'on a comparé avec d'autres pays latino-américains, mais l'on a comparé avec en Haïti, ou que et son pays qui est en croissance. Et ce qui est important quand même à souligner, c'est que cette croissance est due en grande partie à l'usage intensif de la main-d'œuvre haïtienne. Donc c'est ce qui rend la République c'est ce qui rend la République dominicaine beaucoup plus compétitive en termes d'exportation et toute
toute stratégie économique qui gagne pour que les produits dominicains arrivent à être exportés. Maintenant, on regarde si notre budget, c'est vrai que Oudili et des parlementaires de l'opposition, il y a plein par rapport avec et déficit budgétaire qui risque de gagner et financement que on va l'obliger à chercher. Mais en termes de rubrique, par exemple, bon, ici, on est en moins parce que la santé 6%, en moins parce que la justice 1%. Comment ça y est au niveau de la République dominicaine par rapport avec répartition et ressources qui dans le budget? Si on regarde les réactions acteurs politiques, au contraire, ils dit que une augmentation de plus de 10% dans pratiquement dans les rubriques les plus importantes. Et qu'on y a signé pour la part secteur, le budget de cette année, de 2018, alors je dois souligner à l'attention de nos auditeurs et téléspectateurs que l'année fiscale en République dominicaine, à la différence d'Haïti qui commence en octobre, commence en janvier. Donc c'est 2018. C'est 2018, c'est le budget de 2018. Alors, il y a tout un série d'apparatage, tout un série de démarches à faire pour l'entrée en vigueur de ce budget à partir du 1er janvier 2018. Oui, oui. Même Jean-Maurice, par exemple, déposé le 30 juin, il prend tous 3 mois ça pour travailler sur lui, puis la rentrée en vigueur 1er octobre. C'est ça. Kounia, ils ont décidé en priorité à la continuation des programmes sociaux. Même gens que acteurs politiques ici, ils ont des programmes comme Maman Chérie, des bails comme ça. Même en République dominicaine, ils ont inventé un bagage qui est la carte de la solidarité. Et c'est une sorte de carte de débit que les familles les plus défavorisées bénéficient de lui et ils sont capables d'acheter à partir de subventions payées par l'État directement à des pourvoyeurs, ils sont capables d'acheter dans des points bien spécifiques avec cette carte de débit. Et donc ça aide les familles défavorisées. Donc ils pensent renforcer ces programmes sociaux, quoique l'opposition, lui-même, il pas fait tout d'accord, il dit que ça sont pour maintenir le clientélisme politique et les bénéficiaires sont en majorité des sympathisants du pouvoir, du PLD, et que ils viennent en compétition déloyale avec les autres partis parce que le parti au pouvoir utilise les fonds de l'État pour maintenir sa clientèle politique. Donc il y a ça d'un côté, mais de toute façon, la santé, et c'est une rubrique qui recevoir actuellement beaucoup plus de fonds, santé et éducation, et yo fait des commentaires positifs tout en ce qui a trait au secteur touristique, qui lui-même peut bénéficier de près de 20 millions de dollars seulement pour la promotion de la République dominicaine. Et à l'étranger, en pile fois, l'on paraît, moi-même au Canada ou aux États-Unis, j'ai rencontré déjà des grands écriteaux, des billboards, et qui promouvoient la République dominicaine en tant que destination touristique. Donc, nous allons mettre 20 millions de dollars dans ça seulement pour essayer de faire augmenter le nombre de touristes à choisir la République dominicaine comme destination. Donc, pour ils ont identifié force et ils ont injecté l'argent là-dedans pour renforcer. En effet, en effet. Maintenant, nous avons gagné ici un budget qui était autour de 121 milliards de gouttes. Nous sommes nous faisons bon temps avec un chiffre comme ça, 119, 121, etc. Et là, nous passons à 144. Le président Jovenel Rivel dit qu'il besoin plus cob, il passe à 144. Il essaie de chercher comme augmenter un de droits, etc. Et il ajusté le prix carburant. Et cette République dominicaine, à combien il était avant que le passé à chiffrer aujourd'hui, qui fait que vous gagnez et ça que considéré comme un probable déficit budgétaire? Oui, bon, alors, si je regarde des réactions acteurs politiques, on a simplement retenu que 10% d'augmentation, je n'ai pas de chiffre là dans la tête, pour me dire combien il était pour cette année qui prend fin, pour 2017, mais il y a 10% d'augmentation par rapport à l'année dernière. Et c'est lui-même qui fait que Genti plein ça. Genti plein ça, justement. Donc, il continue à faire des efforts pour que la digitalisation de tout l'appareil de l'État et surtout des organismes qui sont liés à la perception des fonds du public, ça a fait de façon beaucoup plus transparente. L'une des raisons pour lesquelles ils ont exigé, par exemple, aux différentes maisons commerciales
pour une machine, on dit que caisse, côté à recevoir l'argent, sont caisses qui pratiquement contrôlées par la DGI, par la Direction Générale des Impôts et de la République dominicaine. Électronique, alors. L'électronique. Donc, toutes les maisons commerciales, dans n'importe quoi, tu achètes ton bagage dans un magasin, ils supposés bon, une facture que les factures fiscales, qui bon pour vous-même tout, l'on va faire déclaration d'impôt, et qui bon pour business là tout, parce que le ça, DGI ou tout bagage très clair à travers la plateforme que vous mettez. Donc DGI connaît exactement dans le magasin ça, combien de qui rentre, combien de qui sorti. Ou pas venir tromper DGI. Ou pas venir tromper. Bon. Alors, on a toujours toujours une équipe intelligente. Les font effort pour que. Et il y a plus de contrôle. C'est ça. Il y a plus de contrôle. Maintenant, ici, nous connaissons gagné peut-être 3 façons. Nous, entre COB, c'est recettes domestiques, douane, DGI, gagner appui budgétaire que international là et qu'on bat nous, gagner financement que nous qu'on fait et des fois. Et est-ce que c'est la même réalité là? C'est la même réalité. C'est la même réalité. Il fait sauf partout. Oui, c'est la même réalité. D'ailleurs, c'est une des raisons qui fait que le déficit en termes de capacité de perception des organes de l'État dominicain, il va l'obliger de couvrir avec financement international. Bon, en partie, à probablement la coopération internationale. Des fois, cette coopération se manifeste à travers de dons. Même la Banque mondiale qu'on fait des dons importants, mais dans d'autres occasions, il passe ainsi de près au niveau de la Banque mondiale, au niveau d'autres organismes financiers internationaux et qui justement provoquaient la critique des acteurs de l'opposition parce que ça a quand même affecté négativement une dette publique qui est déjà élevée pour la République dominicaine. Voilà. Et d'une par exemple de compte en matin pour te parler ça. Avec plaisir, comme toujours. L'ancien consul général d'Haïti en République dominicaine, Edwin Paraison, responsable de la Fondation Zile, ça que je n'ai jamais mentionné, et était avec nous ce matin pour essayer de faire la lumière sur la situation entre Haïti et la République dominicaine. Merci d'avoir été avec nous. Excellente journée sur Métropole. Mon nom c'est Luc Néagaron. À bientôt. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading et la Banque nationale de crédit BNC.